Cette beauté de la liberté, elle est elle est largement méconnue. Il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est cette inflation législative qui a l'air d'être un mouvement de fond, quels que soient d'ailleurs les gouvernements. Oui. Pourquoi faire toujours des lois nouvelles, en fait, dites-vous, alors qu'en fait on a déjà beaucoup de lois et on a un appareil juridique et législatif qui est... Est-ce qu'il est suffisant, cet appareil, pour régler, par exemple, la question du terrorisme ou du salafisme? La question, alors, il y a plusieurs questions différentes là-dedans. On change depuis 10 ans le code pénal une fois par an. On est le seul pays européen à faire ça. Et pourtant, rien ne s'améliore. C'est donc le signe, qu'en termes rigoureusement pratiques, on devrait regarder d'un peu plus près et se demander s'il est vraiment utile. C'est-à-dire que de sacrifier les principes chaque année pour aucun résultat pratique est quelque chose qui pose un problème. Deuxièmement, ça s'explique aussi par les progrès de l'inculture dans la classe politique. La classe politique du 19e, regardez par exemple les grands débats sur le système pénitentiaire, à l'époque de la commission d'Haussonville ou de la commission Tocqueville, la classe politique du 19e et du début du 20e siècle avait une culture philosophique et constitutionnelle absolument considérable. Je digresse un moment parce que cette question me passionne, mais sur la question du système pénitentiaire qui pose fondamentalement la question de la transformation et de la rédemption. Ça n'est pas pour rien que ce sont des auteurs généralement catholiques, comme d'Haussonville ou Tocqueville, qui ont eu un rôle absolument gigantesque. C'est très très bien expliqué dans le livre de Badinter sur la prison républicaine. Et le fondement de leur réflexion est philosophique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que doit-on mettre en œuvre dans la société pour produire de bons effets. Ça n'est pas que doit-on interdire. Et ça a disparu sous l'effet d'une part de l'esprit du temps, qui est l'esprit anarchique, que j'ai bien connu pour en avoir participé moi-même pendant de nombreuses années. L'esprit anarchique ne voit pas le principe comme quelque chose sur quoi s'appuyer pour progresser, pour grandir, pour devenir meilleur. L'esprit anarchique voit le principe comme quelque chose qu'il faut contourner pour obtenir plus d'efficacité sociale immédiate. Non, mais je le dis de manière à peine polémique, mais c'est profondément ça quand on le regarde. Et ceci, évidemment, aboutit à cette situation où, à chaque fois que se pose un problème qui révolte la conscience nationale, la conscience populaire, le sentiment des gens, la seule solution est en réalité de fabriquer un article de loi nouveau. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait 6 000 ou 7 000 pages de journal officiel applicable. Il y en a maintenant plus de 32 000. En 30 ou 40 ans d'exercice professionnel que j'ai fait, et on ne peut pas dire que les choses aillent mieux. Simplement, la loi est devenue l'occasion d'un véritable transfert de gouvernements irresponsables qui, incapables de régler le problème pratique, s'attachent à modifier la législation. Ce qui est très frappant, c'est qu'en matière de liberté, on s'attache à modifier toujours dans un sens qui révèle aussi un préjugé de notre part. Et ce préjugé est un préjugé pessimiste. C'est ça que je voudrais bien souligner. Je prends un exemple qui va choquer sans doute beaucoup de téléspectateurs. Il y a des terroristes et on dit eh bien nous allons rétablir la peine de mort pour les terroristes. J'y suis hostile, étant hostile à la peine de mort. Mais je trouve ça beaucoup moins choquant que de dire il y a des terroristes, donc on va les priver des garanties du procès équitable. Quitte à ce que ça aboutisse à la mort. Et ça, c'est ce que nous faisons sans arrêt. C'est-à-dire que nous cultivons cette superstition que les garanties de la personne, les droits inhérents à la personne, ces droits naturels, comme on disait autrefois, sont un obstacle à une bonne répression. Alors d'abord, c'est pas vrai en pratique, puisque tous les exemples montrent que les pays qui ne pratiquent pas les droits de la personne, l'habeas corpus, etc., n'ont pas du tout un taux d'élucidation des crimes et délits, un taux de répression plus favorable et supérieur à ceux qui les pratiquent. Donc ça n'est pas vrai en fait. Et c'est aussi le signe d'une profonde dégradation de notre relation morale à la personne. Je ne suis pas du tout hostile à des châtiments extrêmement sévères, mais ils ne doivent pouvoir être prononcés qu'après que toutes les garanties de la personne aient été appliquées.